Bonjour à tous et bienvenue sur JDR Factory. Nous voici en direct du laboratoire dans cette seconde émission de discussion, le talk, avec ce spécial OSR. Donc, toujours en compagnie de Sam. Enchanté. Enchanté, tout le monde. Pour ceux Nos- qui font la suite. Et bonjour aux autres. Et nos deux invités, enchanté, Kobayashi Hello, je me suis habillé exactement comme dans l'émission précédente. Parfait. Pas de faux raccord. et John Le Grump. Ouais, bonjour. Voilà, donc on va enchaîner sur une seconde partie qui est un peu plus mécanique. Ouais, sans parler de l'OSR, donc tout d'abord, la manière dont on va jouer OSR en fait. Plus concrète et plus mécanique. Donc on parle souvent de player skill. L'idée, entre guillemets, initiale pour la synthétiser, c'est que la solution à ton problème, à l'obstacle que le meneur t'a posé, elle n'est pas sur ta fiche. C'est à toi de trouver comment tu vas te sortir de là. Tout à l'heure, j'ai posé l'exemple du pont. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Koba. Comment tu abordes, toi, cette vision du player skill quand tu joues old school, ou comment tu vois tout simplement cette notion? Alors, tout simplement, déjà, effectivement, alors il y a cette espèce de côté où les problèmes qui vont se poser aux joueurs, en dehors, et même là, ça va être un peu limite, mais en dehors des combats, la solution, effectivement, va pas se trouver sur leur fiche de personnage. Ils vont pas pouvoir compter forcément sur un talent, une compétence, n'importe quoi. Et généralement, moi, enfin, je sais qu'en tant que meneur, généralement, je vais créer un problème quelque part, où les joueurs vont créer un problème, mais j'ai pas de solution, en fait. Moi, j'ai pas de solution à leur proposer préétablie. Et ce qui du coup me permet d'être assez ouvert par rapport aux solutions que vont proposer, mais généralement effectivement qui vont absolument pas reposer sur l'utilisation des règles en fait, ou très très peu. Et c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, enfin moi ce que j'ai pu voir autour de la table, il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est assez libérateur en fait. Parce qu'il n'y a plus cette espèce de paralysie de ah mon Dieu, mais la solution doit être quelque part sur ma feuille, mais je maîtrise pas assez bien le système pour la trouver. Qu'on peut avoir dans des systèmes un peu touchus. Là au moins c'est ah bah non, finalement je dois me débrouiller tout seul. Alors par contre du coup ça fait le player skill, ça repose aussi beaucoup sur en grande partie sur l'autorité du meneur, mais voilà, ça je pense que c'est un point qu'on va aborder après. Ouais, ou la conversation même. Oui, voilà, sur le principe de la conversation de base, ouais. De ton côté, LG? Alors, moi, pendant longtemps, j'ai cru que, quand l'idée de player skill est arrivée, c'était, oui, c'est le jeu original, c'est le player skill. Et depuis, j'ai lu pas mal de trucs de gens qui jouaient dès le début et qui disent, en fait, pas tant que ça. Voilà, on lançait pas mal les dés. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui est lié, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup apparu avec le manifeste de Matt Finch, qui par ailleurs est l'auteur d'une des versions les plus épurées des OSR, qui est la White Box. Et c'est sans doute pas un hasard, parce que c'est arrivé après. Déjà, c'est arrivé après l'édition 3 de Donjons et Dragons. Dans lequel il y avait des listes de compétences très longues. Et surtout, les scénarios, par exemple, étaient beaucoup organisés sous la forme de vous rentrez dans une pièce, les joueurs font un jet de perception. S'ils obtiennent un DC 12, ils obtiennent telle information. S'ils obtiennent un DC 18, ils obtiennent telle information. Sur un DC 24, ils obtiennent telle information supplémentaire, etc. Où tout était extrêmement mécanisé, où tout était très organisé. Et avant ça, c'était, on sortait même du WOD, et puis avant ça de l'appel de Cthulhu, où tout est sous forme de compétences, etc. Et le moindre truc que tu fais, finalement, la solution va être gérée par un jet de compétences. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que Matt Finch a présenté le player skill comme un retour aux sources, alors qu'en vrai, c'était plus une réaction, je pense, à ce gonflement permanent de la place de la mécanique autour de la table, jusqu'à ce que les mécaniques envahissent toutes les sections du jeu, et que finalement, sans même parler de roleplay théâtral, mais simplement d'expression de la joueuse en tant qu'agent de ses aventures, avait presque disparu. Et il a ramené cette idée que
utilisez votre cerveau, quoi. S'il y a un problème à régler, et là, on pourra effectivement aller vers des choses qui ont été aussi pas mal théorisées par l'auteur de Into the Hood sur les problèmes de choix, etc. Mais si autour de la table de jeu, ce qui est important pour les joueurs, pour les joueuses, ça va être de faire des choix. Et pour faire des choix, il faut avoir des informations. Pour avoir des informations, il faut aller les chercher. Et tout ça, c'est pas la feuille de perso qui va le faire. C'est parce que tu vas te poser des questions en tant que joueuse, que tu vas poser des questions à la maîtresse de jeu, que tu vas réfléchir, que tu vas être confronté à des problèmes qui seront souvent des problèmes dont la finalité finalement est de faire des choix. Est-ce que le pont, je le reconstruis? Est-ce que je descends au fond de la ravine pour remonter de l'autre côté? Est-ce que je contourne la ravine? Est-ce que je saute par-dessus le pont? Tout ça, c'est des choix qui vont avoir des conséquences différentes, qui vont prendre des temps différents, qui vont mobiliser des idées différentes. Et tu es amené à faire des choix qui vont pas dépendre de ce qu'il y a sur ta feuille de perso, et qui vont dépendre des conséquences dans l'univers. Si je reconstruis le monde, si je reconstruis le pont, ça va peut-être m'attirer la sympathie des deux communautés qui vivent de chaque côté. Mais ça va permettre aux méchants de passer plus vite. Si je fais le tour, ça va me prendre plus de temps, mais je ne prendrai pas de risque. Si je descends ou si je saute, je prends des risques personnels, mais par contre, ça va me permettre d'aller très vite et ça bloque la route du méchant. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas liées à la feuille de perso, c'est des choses qui sont liées à l'aventure et donc qui sont au-dessus de la feuille de personnage. Et éventuellement, après, on va regarder si tu as des capacités pour effectivement sauter, ou etc. Mais dans l'absolu, l'idée du player skill, c'est de dire aux joueuses, les choix que vous faites sont des choix signifiants, qui vont avoir des conséquences signifiantes dans l'univers pour vos personnages, et qui ne sont pas juste, quelque part, des éléments de point and click où une fois que tu as fait ton jet de dés, finalement, ça n'a plus d'importance. C'est-à-dire que tu rates ou que tu réussisses, de toute façon, le monde ne va pas changer pour autant. Le choix que tu auras fait, le jet que tu auras fait n'aura pas d'autres conséquences que le fait de passer la ravine. Or, la ravine, son importance diégétique, c'est pas simplement en tant qu'obstacle à passer, c'est en tant que, une fois que tu l'as passé, de la manière dont tu vas passer, ça va avoir des conséquences sur le reste de l'aventure, sur la suite. Et c'est ces conséquences qui sont très importantes et qui n'existent pas, ou qui n'existent que de façon extrêmement secondaire, voire inexistante, quand tu fais simplement un jet de dés, parce que sur ta feuille de perso, c'est marqué que tu peux faire un jet de dés. Voilà. Donc effectivement, j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés, ils sont vraiment parlants. Et c'est effectivement cette importance de la conversation. Du coup, il y a vraiment la conversation qui va s'installer entre l'arbitre et les joueuses, du coup, et cela va mener à la décision finale qui va impacter l'aventure sur le long terme, la carte et même la géographie, disons, sur ce cas-là. Et du coup, ce que j'apprécie énormément, moi, personnellement, c'est que finalement, il m'est arrivé de mener des parties de 3 heures, et si on a fait 2 jets de dés, c'est bien, en fait. Oui. Mais voilà, pour autant, le monde a été modifié, les aventuriers se sont transformés, et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant comme proposition. Et du coup, ça demande aussi un petit peu une déconstruction. Ce qui est important, du coup, peut-être qu'on va rebondir sur l'arbitre, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter concernant le player skill. Pour moi, pour tout à l'heure, dans l'émission précédente, je disais que c'était finalement quelque chose d'extrêmement transversal, mais qui a été remis au goût du jour dans la réflexion, qui a été remis au premier plan d'une certaine forme de réflexion sur la manière de jouer par l'OSR. Mais cette idée de faire très peu de jet de dés, de beaucoup discuter, de régler le maximum de choses par l'agentivité des joueuses, c'est quelque chose qui peut s'appliquer très très en dehors de l'OSR, en fait. Et j'ai même tendance à dire que plus un jeu est punitif en termes de jet de dés, à chaque fois que j'ai 35% en pilotage, donc j'ai 65% de chance de planter mon avion à chaque fois que je vole. T'as intérêt à ne pas lancer les dés. Donc plus t'as un jeu qui va être punitif ou qui va être compliqué à gérer en termes de ce qu'il y a sur ta feuille de perso, plus il est intéressant de passer au maximum par le player skill. En tout cas, c'est la solution de sécurité pour les joueuses. Pour moi, en tout cas, voilà.
Et pourtant, c'est pas si évident que ça. J'ai parlé de mon expérience personnelle. J'ai découvert l'OSR il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un an et demi, là. Enfin, je veux dire, vraiment jouer et mener de cette manière. Et ça a été vraiment un déclic chez moi. Et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. Sur ces jeux à compétences, l'exemple du pilotage est très bien. Le joueur te décrit l'action. Dans la seconde qui suit, on jette les dés. Boum, c'est un échec, forcément. Il y avait de grandes chances que ce soit un échec. Et du coup, tu te retrouves avec une fiction qui est beaucoup plus pauvre. Et quelque part, le joueur est frustré, le meneur aussi, parce que du coup, ils vont pas aller au point B. Alors, il va falloir raccrocher les wagons, machin, etc. Et finalement, on se retrouve dans une situation qui est un peu moins intéressante. Et du coup, même dans ces jeux à compétences, si on invitait un peu plus à la conversation, et ça, c'est des réflexes, je pense, que tu peux acquérir en jouant old school, justement. Si on prenait un peu plus de temps pour la conversation, on pourrait arriver sur des situations où les dés ne seraient pas jetés, où les dés seraient jetés, mais lorsqu'il y a un enjeu important ou un risque important, en fait. Voilà. Ne pas jeter, ne pas se précipiter à jeter les dés. Moi, c'est ce que ça m'a appris en tant que meneur et arbitre, du coup, à vraiment inviter à la conversation et ne jeter les dés que quand il y a un réel enjeu ou un réel risque, quoi. Et quand tu dis que ça t'a appris, Sam, c'est en lisant les jeux au cerf, t'as appris ça? C'est comment tu en es venu là? Oui, en lisant les jeux OSR, en lisant justement la dernière partie de la White Box Sword and Wizardry, aussi le principe Apocrypha, si je dis pas de bêtises, traduit par la Caravelle. Voilà, et puis des blogs à droite et à gauche, etc. Et puis en jouant, du coup, de cette manière. Et je trouve que vraiment, moi, ça m'a énormément apporté dans ma pratique parce que du coup, comme on dit, avec la conversation, tu te retrouves avec une fiction qui est plus riche. Alors, bien sûr, il y a plein de gens derrière leur écran qui vont dire mais je le fais déjà, j'ai pas besoin de l'OSR, etc. Mais il y a plein de gens qui ne le font pas et qui ne savent pas forcément qu'on peut faire autrement. Parce que dans le jeu de rôle, on est souvent dans sa pratique, dans son cercle, et on va pas forcément voir ce qui se fait à côté, quoi. Et oui, ça c'est sûr que quand on joue avec nos habitués, nos tables, et puis des fois on n'échange pas assez. Là-dessus, pour le coup, le jeu de rôle virtuel a beaucoup de qualité. Ouais, ça aide. Quelqu'un va rajouter quelque chose sur le player skill, la conversation et les GD? Moi, je trouve que ça, juste rajouter, introduire qu'après, c'est le meneur de jeu, l'arbitre qui a un rôle très important là-dedans, en fait. En fait, c'est le pendant direct. C'est-à-dire que, justement, et c'est ça qui est intéressant, l'OSR dit, dans la plupart des règles d'OSR, c'est en introduction, c'est marqué, de toute façon, tout ce qui suit, c'est que des guides et des conseils. Vous en faites ce que vous voulez, et de toute façon, en tant que maîtresse de jeu, vous arbitrez. Et généralement, ça s'arrête là. Et c'est... et du coup, c'est à la fois très libérateur, parce que tu dis, ah ouais, en fait, je peux faire ce que je veux en tant que maîtresse de jeu. Et en même temps, moi, ça m'a amené à me poser des questions justement sur le fait que c'était complètement le pendant c'est venu en fait en me disant que c'était complètement le pendant du player skill, qui a une compétence de maîtresse de jeu qui est la même chose, c'est-à-dire de la même manière que les joueuses vont réfléchir par elles-mêmes aux problèmes et aux obstacles et aux questions qu'elles se posent, de la même manière, la maîtresse de jeu doit aborder le jeu sans regarder les règles, c'est-à-dire sans s'occuper de sa feuille de personnage à elle, qui sont effectivement les règles, les stats des monstres, les caractères des poisons, etc. Et qu'elle doit l'aborder de la même manière avec juste son imagination et son intelligence et son astuce, etc. Et ça m'a amené, moi, à poser, en fait, à réfléchir à ce qui constituait les piliers, en fait, de l'arbre de décision de la maîtresse de jeu face à une situation. Donc, avec l'idée que le boulot de la maîtresse de jeu, une fois que les joueuses proposent une solution à un problème, elle a des choses à examiner. Enfin, elle a des points de repère sur lesquels s'appuyer. Elle a l'univers de jeu, elle a la feuille de personnage des joueuses, et elle a les règles. Donc, elle a 3 piliers principaux.
et elle peut hiérarchiser en fait la manière. Enfin, il y a une sorte de hiérarchie qui s'installe. Et les règles, finalement, c'est le dernier point de la hiérarchie. C'est-à-dire que si en tant que MJ, tu n'as pas pu prendre de décision simplement en examinant ce que dit l'univers ou en examinant ce qu'il y a sur les feuilles de personnages, alors il te reste les règles pour régler le truc. Et s'il te reste les règles, alors il faut appliquer les règles telles qu'elles sont écrites. Et tu peux pas tricher avec ou les modifier parce que, et on en revient finalement là aux joueuses. Pour que les joueuses fassent un choix, il faut que le choix soit informé, qu'elles aient des informations pour le faire. Il faut qu'il soit prédictible. Donc ça veut dire que, et c'est là que les règles rentrent en compte, le choix, quand tu fais un choix, ça doit pas être soumis directement à l'arbitraire de la MJ si les règles se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a un moteur physique ou un moteur social qui est affirmé par les règles de jeu. Et puis, un choix doit avoir des conséquences et donc tu dois pouvoir mesurer les conséquences de ton choix à l'avance. Ou en tout cas l'estimer. Après, tu peux te planter, hein. Tu peux toujours faire des mauvais choix, des mésestimations de ce qui va se passer. Mais en tant que joueuse, tu as ces trucs-là. Et du côté de la MJ, elle peut une fois que les joueuses ont fait leur choix, elle peut décider de ce qui se passe par la cohérence de l'univers, la logique de l'univers. Oui, tu fais tes lacets. Non, le rocher d'une tonne, tu ne le bouges pas à main nue, enfin, tu ne le soulèves pas. Voilà, bêtement. Et puis, entre les deux, on va voir. Et on va voir, on regarde la feuille de personnage. Si tu as 18-0-0 en force sur ta feuille de personnage, peut-être que le rocher de une tonne, tu vas pas le soulever, mais tu vas peut-être pouvoir le pousser. Parce que tu es suffisamment fort. Voilà. Que si si sur ta feuille de personnage, tu es classe voleur et que tu as, peut-être que, oui, quand tu te dissimules dans l'ombre, il n'y a pas besoin de faire de jet, tu es un voleur, tu te dissimules dans l'ombre et fais pas chier, quoi. Si tu décides. Alors que le guerrier en armure, ce sera plus compliqué pour lui. Donc, moi, j'aime bien ces principes d'honnêteté et de bon sens, en fait. Voilà, en fait, oui, c'est des principes d'honnêteté et de bon sens, et c'est des principes, en fait, aussi d'hiérarchie de choix. C'est-à-dire que s'il y a de l'ombre et que le voleur a dit « je me cache dans l'ombre », alors tu regardes, bon, il y a de l'ombre, ok, mais est-ce que ça va changer le fait que les mecs te voient ou pas? Bon, par contre, tu regardes, classe de personnage, voleur, dissimulation dans l'ombre. Ouais, non, tu fais pas chier, il n'y a pas de jet à faire, tu te dissimules dans l'ombre. Mais là, ça pointe aussi un truc qui est quand même assez intéressant et qui, jusqu'à récemment, était quand même un peu un point faible de l'ESR, en tout cas au niveau des jeux purs, quand ils sortaient, c'est que les conseils OMJ, très souvent, c'était le parent pauvre. Enfin, ça reste de toute manière le parent pauvre du jeu de rôle de façon générale. Ouais. Pour la plupart du temps. Mais parce que c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. J'aime bien justement, ça c'est Sam qui en parlait, ce que fait Chris McDowell pour aller Electric Bastion Land. Enfin, je trouve qu'il est très bon, lui, pour expliquer un peu. Il y a une partie formidable dans le bouquin. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, parce que là, c'est vrai qu'on parle de bon sens et tout, et le problème du bon sens, c'est que tout le monde est persuadé de l'avoir, en fait. Et alors qu'il y a plein de gens, ils vont faire des parties OSR, ils vont se retrouver en face d'un MJ. Où ils n'auront pas forcément les mêmes attentes, où le MJ sera arbitraire alors qu'il a l'impression de ne pas l'être. Et c'est vrai qu'avoir des guides précis, un peu plus précis à ce niveau-là, c'est quand même vachement mieux. Alors c'est vrai que là, dernièrement, maintenant, il y a vraiment des choses intéressantes. Ouais, donc il y a Electric Bastion Land, il n'y a pas longtemps aussi, c'est Silent Titans. Donc ça, c'est plus un univers, mais il y a 2 pages dedans sur comment représenter des conflits, des combats de manière intéressante en jouant uniquement en théâtre de l'esprit, comme on dit, c'est-à-dire sans figurines, sans rien. Enfin, le truc, c'est que tout est un peu dispersé un peu partout, donc faut les chercher. Voilà, ça par contre, il y a un vrai truc, c'est un des principes de l'OSR dont on n'a peut-être pas parlé jusqu'à présent, qui est le do it yourself. C'est que c'est quand même, effectivement, c'est des jeux quand même qui s'adressent aussi beaucoup à ce que tu disais, Grumpf aussi. C'est-à-dire, il faut mettre les mains dans le cambouis quand même. Et c'est-à-dire que même s'il y a des jeux qui ont des propositions fortes, pour pouvoir, je pense, vraiment les exploiter, il va quand même falloir à un moment... cela dit, je dis ça, mais... c'est le flot de la pensée. Je pense que c'est vrai pour la plupart des jeux de rôle, fondamentalement. Il faut quand même généralement aller creuser un peu ailleurs. Mais de l'OSR, je trouve que c'est particulièrement vrai parce que ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font une idée de l'ESR où il y a un MJ qui est tout puissant, qui prend toutes les décisions et comparé à des jeux entre guillemets plus ce
ce qu'on appelle maintenant, enfin maintenant c'est devenu une tarte à la crème, mais narrativiste, entre guillemets, ça veut rien dire, mais l'autorité à autorité partagée, ouais. Voilà, autorité partagée, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'OSR parce qu'ils ont l'impression que cette autorité, justement, n'est pas du tout partagée. Alors que, non, il y a des auteurs qui montrent que si, en fait, si, c'est tout à fait possible, et c'est même souhaitable. Et ça, c'est un point, Sam, que tu avais abordé, sur ce principe de la conversation, en fait. Ou ce que Grumpf disait aussi, c'est que dans l'OSR, fondamentalement, ce qui est central, c'est la conversation, justement. C'est qu'on discute, et à un moment, effectivement, il faut trancher. Mais je trouve qu'au contraire, effectivement, l'OSR, contrairement à ce qu'on pourrait croire, remet cette conversation au cœur de la pratique, parce que justement, il n'y a pas de système sur lesquels s'appuyer. Il y a des principes, par contre. Et c'est vrai que les principes ne sont pas forcément toujours énoncés de façon claire. Alors, c'est plus du tout le cas maintenant pour les productions récentes. Je sais que John, il travaille beaucoup là-dessus dans ses jeux aussi. C'est pas mal expliqué là-dessus. Mais c'est vrai que dans l'OSR, au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'OSR, justement, parce que ces principes-là leur paraissent pas clairs, généralement. Et c'est vrai qu'en français, à part les productions de John, il n'y a pas grand-chose sur le sujet, en fait, quoi. Je parle dans les jeux, hein. Après, des articles de blog... Non, je fais ça, mais parce que je réfléchis, quoi, en fait, à ce que j'aurais pu... Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu compliqué. Bon, il y a quelques articles, mais je pense que voilà, ce point de conversation est central dans l'OSR, est central dans le jeu de rôle de toute manière. Et c'est vrai que il y a un peu cette image d'Épinal du meneur, de l'arbitre un peu old school qui est vraiment tutélaire presque, qui contrôle tout, alors que finalement, il y a certaines personnes du mouvement qui disent il n'y a pas d'autorité partagée, il n'y a pas de narrativisme, comme tu as dit dans l'OSR, alors que finalement, du moment que tu as une conversation pour essayer de déjouer un obstacle, tu donnes de l'autorité à la personne en face, puisqu'elle peut répondre elle-même du bon sens qu'elle va mettre pour résoudre l'obstacle. Donc finalement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques là-dessus, et effectivement, si c'était clairement posé de temps en temps dans beaucoup plus de bouquins, ça aiderait au débat et ça permettrait de comprendre pas mal de choses. Il me semble que... Ouais, vas-y, Cobra. Ah oui, non, et c'était juste pour conclure là-dessus très rapidement. Je rebondis justement un point aussi que Grumpf avait abordé qui est très intéressant sur les principes de l'OSR qui sont décrits par Matt Finch. Il y a un truc, effectivement, où cette espèce de truc où jouer à l'ancienne, c'est comme ça. Effectivement, quand on lit un peu les témoignages, encore une fois, je vous renvoie au livre Playing at the World, on se rend compte que non, ça, c'est sa vision qu'il a maintenant de comment on peut jouer maintenant, mais qu'à l'époque, les gens ne jouaient pas comme ça. Il y avait effectivement un MJ tout puissant qui te disait « t'as 4 points de vie, le gobelin te coupe en deux, ferme ta gueule, et si t'es pas content, tu sors de la table. » Enfin, et il y a cette espèce de truc où on voudrait nous faire croire que non, mais avant, c'était déjà un peu partagé. Ça, je pense que c'est... Enfin, il y a un peu de révisionnisme historique à ce niveau-là, parce que je pense que l'OSR a aussi quand même été en partie un peu influencé par ce qui s'était fait dans les story games à un moment. Parce que ces deux milieux, en dépit de... Alors bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais dans le monde anglo-saxon, il y a eu beaucoup de bisbilles, etc. C'est pas très intéressant, mais ces deux milieux qui en fait ont été hyper perméables et se sont beaucoup apportés à l'un et à l'autre, je pense, très honnêtement. Et je pense qu'en France, on a eu plutôt le bon côté de ça, justement, où c'est ce côté, mais vos querelles d'école, de clocher quelque part, on s'en fout, on va prendre ce qui est bon chez les uns, chez les autres. Et ça va être un peu plus simple aussi. Ce qui ne m'étonne pas aussi que les propositions les plus intéressantes récemment viennent aussi plutôt d'auteurs britanniques qu'américains aussi. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Mais ouais, cette espèce de côté aussi, l'OSR, c'est pas forcément jouer comme on jouait en 74, parce que je pense que c'est un truc qui a jamais vraiment existé en fait. Mais maintenant, on a un truc qui est éclairé par des années de pratique, par d'autres jeux, par d'autres pratiques. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de voir comment tout ça s'est mélangé petit à petit aussi. Aujourd'hui, avec les actual play, finalement, on voit différentes manières de jouer. On se rend compte tout le monde ne joue pas de la même manière et on peut voir. C'est ça qui est intéressant dans les actual play. Moi, je trouve que je ne suis pas un gros fan de regarder toutes ces parties, mais le gros intérêt, c'est aussi de voir comment les gens y jouent en fait.
Et là, on peut voir les différentes manières, comment le Grump a masterisé, ou Koba, ou Sam, comment il fait ses parties d'OSR. Et là, on peut s'en rendre compte, quoi. C'est un des gros intérêts, moi, je trouve, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais grâce au virtuel, on peut se rendre compte des choses, quoi, parce que sinon, le jeu de rôle, auparavant, il était plus, on joue dans notre coin, avec notre propre manière, et puis, en fait, on n'échange pas beaucoup. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de ça, là. Et c'est hyper important, quoi. Oui, du coup, ça permet de partager des expériences et des conseils sans forcément se poser en figure sachante, etc. Voilà, c'est pas l'idée, en fait. Toi, le Grumpf, je crois que tu mets quelques conseils quand même dans tes bouquins aux meneurs. Comment tu le positionnes, l'arbitre, dans tes bouquins, du coup? Est-ce que tu le fais ou pas? Oui, bah, je l'ai fait beaucoup dans Dragon de Poche, un peu moins dans les suivants parce que sinon j'ai l'impression de me répéter, mais je l'ai aussi fait beaucoup dans Oltré, enfin d'apporter des choses. J'ai quelques pages dans Cerber, il y a l'introduction de Cœur Vaillant où il y a justement, je reprends ces idées de les règles comptent, mais les joueuses comptent plus, les règles comptent, mais la maîtresse de jeu compte plus, et au final les règles comptent. C'est-à-dire qu'au moment où on est allé au bout de la logique des joueuses et au bout de la logique du MJ et qu'on a besoin de revenir sur les règles, alors les règles doivent compter. Et on peut pas faire n'importe quoi avec. Et on tranche. Et puis on tranche, puis surtout, on tranche de la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire qu'on n'invente pas, on manipule pas les règles pour leur faire dire ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que les règles, justement, sont importantes. Ce genre de choses. Jet des visibles. Et puis voilà, on applique les règles telles qu'elles sont écrites dans le bouquin parce que justement, dans le cas, en tout cas dans le cas d'un OSR, mais c'est valable pour beaucoup de jeux, mais je trouve que c'est d'autant plus valable dans l'OSR parce que dans beaucoup de jeux où c'est des systèmes originaux, finalement, ils ont été testés à leur table de jeu par leurs créateurs, machin, etc. Et ils ont souvent des faiblesses, des manques, etc. L'OSR, mine de rien, on profite de 40 ans de pratique. Puisqu'avant même que ce soit de l'ESR, on jouait déjà avec. Donc, on profite de 40 ans de pratique, de 40 ans de solidité et d'expérience. Et donc, si on met quelque chose sur le papier, c'est que ce quelque chose signifie quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, j'essaie de mettre des conseils un peu. Et moi, j'ai toujours considéré que le rôle de l'arbitre, c'était d'être un conduit neutre entre l'univers et la table de jeu. C'est-à-dire que les joueuses qui incarnent les personnages n'ont pas de perception directe, n'ont de seule perception de l'univers que ce que le MJ ce que la maîtresse de jeu leur donne. Il n'y a pas d'autre conduit de sensible entre l'univers de jeu, ce qui s'y passe, les PNJ, les événements, l'histoire, l'ambiance, la météo, le vent, les bruits, etc. Il n'y a pas d'autre conduit que la parole de la maîtresse de jeu. Et donc la maîtresse de jeu se doit d'être à la fois neutre, mais pas forcément neutre. Elle doit être neutre en tant qu'elle-même, et en même temps, elle n'est pas forcément neutre quand elle incarne l'univers ou quand elle incarne les PNJ de l'univers ou les dynamiques de l'univers, parce que quand les dynamiques de l'univers sont violemment contre les personnages, il faut être violemment contre les personnages, mais elle incarne, c'est un conduit qui doit incarner l'univers et qui doit le rendre sensible aux joueuses autour de la table, quoi. Et pour moi, c'est son rôle principal. Et c'est pour ça que je parlais, que dans l'état d'esprit, en fait, dans la hiérarchie des prises de décision dans l'improvisation, c'est-à-dire que finalement, alors tout ça, c'est des prises de décision qui sont extrêmement rapides, hein, c'est du tac au tac la plupart du temps, mais voilà, il y a l'univers, il y a les feuilles de personnages et il y a les règles. Et avec ceci qui est intéressant, c'est que si tu joues dans des aventures assez sérieuses, l'univers va venir en premier. Et donc le rocher d'une tonne, si l'univers dit que le rocher d'une tonne, tu le déplaces pas, alors tu ne le dépasses pas, peu importe ce qu'il y a sur ta feuille de personnage. Et quand tu vas jouer dans de la high fantasy ou dans de l'aventure pulp ou dans du papapoum à fond les ballons, la hiérarchie s'inverse, c'est-à-dire que le personnage devient primeur, enfin à la primauté dans la hiérarchie des choix, et donc et l'univers ensuite. Et si sur la feuille de personnage il y a marqué que ton personnage est super fort, alors le rocher tu le déplaces.
Et s'il n'y a pas marqué super fort, tu regardes dans l'univers et l'univers te dit un rocher d'une tonne, tu ne le déplaces pas. Et donc tu t'arrêtes là, il n'y a pas de jet de dés, quoi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est avec cette idée de hiérarchie, enfin des paramètres de choix des conséquences, c'est que tu peux aussi les organiser pour orienter l'ambiance du jeu que tu veux jouer. En OSR, quand tu vas faire du donjon, parce que les classes sont très importantes, parce que les pubs sont très importants, parce que la magie est très importante, parce que les capacités spéciales, les objets magiques, tout ça sont très importants, tu regardes finalement le choix primaire, ça va être de regarder la feuille de personnage. Et voilà, les joueurs discutent, ils proposent une solution. Tu fais pas lancer les dés, tu regardes, ok, ah ouais, il y a le magicien là, il a tel sort qui pourrait être pratique par la bande, parce que c'est pas forcément un truc direct, mais par la bande ça peut être pratique. Il y a le voleur qui a telle capacité, il y a le guerrier qui est super fort, il y a etc. Et en plus là, ils ont tel objet magique qui permet de faire ceci, cela. Ok les gars, votre plan il marche. Voilà. Et il aura telle conséquence puisque vous avez choisi votre plan, vous avez choisi la manière dont votre plan va se dérouler. Alors vous connaissez les conséquences et on va les appliquer. Voilà. Et puis, si ça marche pas trop ou s'il y a des manques dans les propositions des joueuses, c'est l'univers qui va compléter. Soit en mettant des bâtons dans les roues ou en transformant les conséquences, en les rendant plus difficiles, enfin plus embêtantes, ou au contraire en facilitant la tâche parce que ah ouais, mais en fait aujourd'hui il pleut pas, donc ça va être vachement plus facile de réussir votre truc. Ou au contraire il pleut aujourd'hui, donc ça va rendre les trucs beaucoup plus faciles, quoi. Et puis quand tout ça c'est épuisé et qu'on a vu le tour, éventuellement, on peut faire un jet de dés, quoi. Éventuellement, on peut lancer les dés, quoi. À la fin, s'il y a besoin, et seulement s'il y a besoin. Voilà. Et ces hiérarchies de choix, en fait, fondamentalement, c'est le truc qui passe qui est censé passer super vite dans la tête de la maîtresse de jeu quand elle improvise et qui lui permet d'opérer, de jouer sur la pâte à modeler de l'univers parce que comme c'est aussi des univers qui sont pas en dur, contrairement à des gros univers très 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 lourds, il est beaucoup plus facile que les conséquences des actions des joueuses s'appliquent à l'univers ou que les conséquences soient plus importantes pour l'univers. Si c'est marqué que le roi c'est machin et que t'as pas envie de toucher au roi parce que c'est marqué dans le livre que c'est machin, ce sera toujours machin quelles que soient les actions des joueuses. Alors que si c'est pas vraiment marqué que il y a un roi, bon, mais finalement ouais on lui a donné un nom mais c'est qu'un roi, il a pas pris beaucoup d'importance pour l'instant. Si les joueuses décident de le remplacer et qu'elles y arrivent, c'est facile pour le meneur de jeu de jouer sur la pâte à modeler de son univers, quoi. C'est intéressant tout ça, et puis on va passer à la partie suivante qui est un peu les nouveautés. Donc quels sont les nouveaux jeux qui vous ont inspiré récemment, qui vous ont un peu marqué, qui vous ont donné des petites idées? Il y en a pas mal qui sont sortis, donc Koba. Alors moi, le dernier truc qui m'a mis une claque, c'est, alors je sais absolument pas comment on prononce le nom de ce jeu. Je dis Morkborg ou Mulkburg, je ne sais pas exactement. Voilà. C'était préparé, quoi. C'est alors bon, le truc le plus évident, c'est que, bien entendu, en tant qu'objet, c'est-à-dire il faut vraiment l'avoir dans les mains et le feuilleter pour voir tout le boulot qui a été dessus. Voilà, ça après c'est mes comment dirais-je, c'est mes préoccupations à moi, mes petites manies à moi, mais voilà, en gros, je trouve que la maquette en jeu de rôle est, dans 90% des cas, hyper pauvre, les miens y compris, hein, je tiens à le dire. Et là, ils ont fait des trucs très intéressants sur comment on hiérarchise l'information, comment on la présente. Je trouve que ça fait vraiment du bien. En dehors de ça, en plus, le jeu est pas inintéressant. Il y a une proposition qui est assez forte, qui est pas mal du tout. Très gritty, je crois, c'est ça. Hein. Pardon ? C'est très gritty, c'est très. Alors oui et non, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à la fois effectivement, donc il y a un côté très sombre, mais dès le départ, le ton qui est donné, c'est que les joueurs ont la possibilité de sauver le monde aussi. Ah, ok. C'est-à-dire le monde effectivement le monde va sur sa fin, mais les joueurs ont une chance d'empêcher ça quand même, ce qui est pas si mal. C'est pas juste vous allez tous mourir et c'est affreux. Voilà ce qui est après en termes dans les univers, on va dire autres proposés dans l'OSR. À un moment, il y a eu quand même une grosse surenchère au niveau
des univers très glauques, très gritty, très sombres, qui, bon, moi j'avoue, au bout d'un moment, j'ai commencé à saturer un peu. Dieu merci, il n'y a pas que ça. Donc il y avait Mörk Borg, il y avait Electric Bastionland, effectivement, dont a parlé Sam. Voilà, bon, pareil, qui est bourré d'idées jusqu'à la gueule, quoi. Et parce qu'en plus, Chris McDowell a une qualité que j'aime beaucoup. Il est à la fois très concis et extrêmement précis. Et je trouve que tous les conseils qu'il donne justement aux meneurs et aux meneuses de jeu sont vraiment très très intéressants. Donc voilà, même si l'ESR c'est pas votre truc, je vous conseille de lire vraiment. Même électrique, et c'est une belle maquette aussi. Ouais, non, en plus, sur la forme, il y a un boulot qui est très chouette. Au niveau de l'illustration, c'est pareil, ça sort un peu comme Grumpf aussi. Grumpf fait des choses qui ressemblent à rien d'autre, en fait. Et Electric Bastionen, il y a ça aussi, c'est pas de l'illustration, mettre fan à la papa. C'est pas le même niveau quand même que Mondborg, hein, au niveau maquette, au niveau... Non, c'est clair. Mais vraiment... comme tu disais toi-même aussi, c'est le type qui a fait la maquette de Mörk Borg, c'est un professionnel de la profession, comme on dit. C'est ça, c'est quelqu'un. Et alors, dans les derniers aussi, alors bon, c'est pas très récent maintenant, et je sais que les gens vont me dire que c'est pas vraiment ESR, mais je m'en fous. C'est Index Card RPG. Parce que l'auteur lui-même se revendique absolument pas OSR, il s'en fout complètement d'ailleurs, et moi aussi fondamentalement. Et c'est pareil, comment il a déconstruit tous les principes, tous les principes de Donge. Il y a toujours ses caractéristiques, il y a une classe d'armure, etc. Mais il n'y a pas de niveau, on progresse uniquement grâce aux objets qu'on. Enfin, c'est très. Ses conseils aux meneurs sont pas mal dans l'ensemble, pas très précis, mais sont pas mal. Et c'est juste, ça fait partie de ces bouquins. On les lit, on ne sait pas pourquoi, mais après, on a tout de suite envie de faire une partie, en fait. Ouais, et c'est quand même pas mal. Après, je dis absolument pas que c'est le meilleur jeu du monde ou quoi que ce soit de ce genre, mais c'est vraiment une lecture intéressante de toute manière, donc je la conseille aussi à tout le monde. Voilà, c'était mon top 3 des dernières actus. Moi, je vais pas faire de top 3. Je vais pas faire de top 3, juste pour embêter. Et toi, Grumpf, alors, quelles sont tes nouveautés qui tombent beaucoup? J'allais juste parler d'une sortie moi qui m'a énormément intéressé. Ça s'appelle Dissident Whispers. C'est un collectif de 90 auteurs qui ont réussi à pondre en 10 jours une 60aine de modules scénarios donge pour tout un tas de jeux essentiellement old school. Donc on va retrouver du Mörk Borg justement, de l'Electric Bastionland, du Moss Ritter, du Mothership, etc. Bon, bien évidemment, en 10 jours, tout n'est pas excellentissime, mais on se retrouve quand même avec quelques perles. Et moi, surtout, ce que j'ai aimé, pour ceux qui sont curieux justement de cette scène old school qui est vraiment foisonnante et riche de création, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'ils font, d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors, les Français font des choses très bien, hein, c'est pour ça qu'on vous invite aussi, hein, c'est pas la question. Bon, là, il s'avère que c'est un collectif essentiellement anglo-saxon et américain. Et du coup, vraiment, j'ai été étonné de trouver certaines mécaniques, certaines idées, des donjons sans plan qui se construisent comme ça avec des mécaniques aléatoires, machin. Voilà, des choses très très intéressantes en termes de mécanique. C'est pas donné, c'est 20$, mais c'est pour servir une bonne cause. Mais ça vaut le détour. Si vous êtes curieux de mécanique, si vous êtes curieux de game design, il y a vraiment des choses avant-gardistes dedans. Voilà. C'est le principe qui est pas mal. C'est bien de réunir tous les créateurs autour d'un bouquin. Ouais. Et que tout le monde... Et j'espère qu'un jour on aura peut-être ça en France, parce que franchement, la démarche est super. Bon, peut-être pas en 10 jours, mais voilà. Quelque chose de similaire, vraiment, une espèce de compendium comme ça qui va. Alors, c'est une page ou deux en général, mais très intéressant. Il faut rappeler que ce compendium a été justement mis en place pour le mouvement Black Lives Matter. Oui, puisque tous les produits des ventes vont aux différentes associations de défense légale et compagnie des mouvements de protestation aux États-Unis. Hein. Donc c'était quelque chose d'assez précis. C'est pour ça que ça s'est fait en 10 jours. C'est pour ça que voilà. Et c'est dispo sur du sous. Et donc c'est 20$ le PDF. On va pas partir sur le débat du prix, mais je trouve que 20$ pour un PDF aussi. Bien. Et puis de toute façon, ça me semble un prix juste pour un bouquin de 160 pages. Voilà, ça le fait, ça vaut le détour, quoi.
D'accord. Même si on s'en sert pas, parce que finalement, peut-être que je vais utiliser, peut-être que je vais faire jouer un module ou deux au final, rien que pour les idées, c'est chouette. Et effectivement, c'est né en réaction de ça et une espèce d'énergie créative derrière ça qui est assez impressionnante. Et John, alors, donc toi, quelles sont tes nouveautés? Bon, tu passes après Koba qui a déblayé un peu le terrain, mais En fait, moi, j'ai peu lu de pure nouveauté. Je sais, j'ai Electric Bastion qu'il va falloir que je me procure assez vite parce que j'étais assez fan d'Into the Odd, puisque j'ai fait la traduction en VF de la VF qui est parue chez. Enfin, plus exactement, j'avais fait la traduction pour Chibi et il s'avère qu'il y a eu une incompréhension entre l'auteur, moi, l'éditeur, sur qui avait les droits et c'est le fait que je pouvais ou pas faire la traduction. L'auteur m'avait dit oui, mais n'a jamais prévenu son éditeur. Et du coup, quand les 12 singes ont contacté l'éditeur de Into the Odd, il leur a donné l'autorisation. Et l'auteur lui a dit après, ah bah oui, mais j'avais déjà donné. Bref, c'était le bordel. Mais les 12 singes m'ont. Finalement, Franck Place, le patron des 12 singes, m'a racheté la traduction de Into the Odd. Et donc, ça a été très élégant de sa part. Et puis ça m'a servi de base pour leur jeu, enfin, pour leur édition. Et donc ouais, moi j'étais resté là, donc j'ai pas encore chopé Electric Bastion Land. Les autres, j'avoue que j'ai pas eu le temps. J'ai relu ces derniers temps, j'ai surtout relu des vieilleries qui traînaient sur mon disque dur, que j'avais chopé à droite à gauche ces 10 dernières années, mais que j'avais pas forcément exploré. Et notamment, c'est comme ça que je suis retombé sur la Continual Light, qui m'a servi de base, enfin à la fois. Ouais, plus d'étincelles en fait pour bosser sur Cœur Vaillant, parce qu'en fait j'ai changé quasiment tout, mais ça m'a donné l'étincelle de retrouver des mécaniques plus simples que ce que j'avais écrit pour Prince et Vagabond. Et donc ça, c'est vraiment les dernières lectures, c'est vraiment de replonger dans la Sword and Wizardry, qui pour moi est le meilleur des OSR, enfin celui vers lequel je reviens presque toujours, quoi. C'est-à-dire que il a des qualités propres que n'a pas Labyrinthe Lord, que n'ont pas forcément les autres. Moi, j'avais bien aimé aussi certaines mécaniques de Black Hack, mais qui sont pas, encore une fois, les mécaniques du dé d'usure, c'est une mécanique, c'est un party game possible et qui convient à certaines campagnes et qui convient pas à d'autres. Donc il faut choisir comment on l'utilise. Est-ce qu'on le pousse très très loin ou est-ce qu'au contraire on l'utilise juste pour certaines choses très précises. Ça fait partie des choix. Par exemple, j'ai bossé sur une réécriture de Terra X en utilisant le dé d'usure du Black Hack. Mais après des essais, des tâtonnements, je me suis rendu compte qu'il était vraiment utile que pour finalement 3 choses: les munitions, les rations et l'énergie, quoi. Le reste, on n'en a pas besoin. Enfin, il est pas. Par contre, il est vachement utile pour gérer ces 3 trucs-là, quoi, par exemple. Voilà. Donc, il faut choisir. Pareil, comme d'habitude, il faut quand on prend des mécaniques, il faut faire son marché et puis réassembler des trucs, prendre des trucs à droite à gauche et reconstruire. Voilà. Et pour ça, c'est vrai que les centaines de jeux qui sortent et qui ont des fois sur 40 pages ou 50 pages de règles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf un détail, un truc qui, ah ouais, voilà. Et c'est comme ça, par exemple, que je me suis rendu compte que le One Unique Thing de 13e âge est OGL. Donc on peut le réutiliser, juste ce truc-là, parce que bon, 13e âge en soi, c'est un clone de donjon qui a ses qualités, qui plaît pas, des trucs, mais par exemple, il y a ce truc-là dedans, la chose unique des personnages, et c'est OGL, donc ça veut dire qu'on peut le prendre, l'extirper de 13e âge et le mettre dans d'autres jeux, et le réutiliser, et ça peut fonctionner, quoi. Merci l'OGL. Très rapidement, j'ai dit que je faisais pas de top 3, mais je voudrais juste mettre en lumière un autre jeu. C'est Moss Ritter d'Isaac Williams et traduit par Gulix. C'est un petit jeu en format A5 de 24 pages. C'est un hack d'Into the Odd. Donc, qui va piocher, comme tu disais, dans 5 ou 6 autres jeux. Donc, on joue des souris, du style Légende de la Garde. Et vraiment, c'est un modèle de game design, de concision et d'efficacité.
il est superbe ce jeu. Voilà. Pour l'avoir fait jouer, il est vraiment excellent. Et ne serait-ce qu'en lecture, pareil, je trouve que c'est une petite leçon de concision et de game design. Très très élégant, notamment sur son système de magie et les outils qui sont donnés pour l'arbitre, pour la création de la carte, etc. Et les aventures sont très très chouettes. Moss Ritter aussi, lecture très courte à 24 pages, basta. Bon, très bien. Bon, ben, on a eu le top 3 de tout le monde, presque, en fait, c'est ça? Presque. Non, c'était les actus. C'était les actus. Ah oui. Quoi, il y a un top 3? Non. Un petit top. Allez, on va dire juste votre... on va faire un vite court top 3. Ou top 2, comme vous voulez. Donc, toi, tu as dit Maurice, c'est ça? Oui, moi, ça va être Macchiato Monster, Electribation Land et Moss Ritter. Voilà, parce que c'est pas un top 3 éternel, c'est juste les jeux, c'est les derniers jeux auxquels j'ai joué et que j'ai bien kiffé. Top 3 de la rentrée. Voilà, le OSR de ça. On va commencer par Grump, vas-y, ton top 3 de jeux OSR. Les différents Sword and Wizardry, donc la White Box et la Continual Light notamment. Into the Hood, parce que j'ai pas encore lu Electribation Land, mais Into the Hood et le blog qui accompagne Into the Hood. Et puis, je pense qu'il y a, en bien digéré de plein de choses, il y a effectivement Macchiato Monster qui fait partie des jeux intéressants. Quoi. Ok. Et Koba? Alors moi, effectivement, il y aura aussi Into the Hood, parce qu'en 48 pages, je parle de la version anglaise, j'ai pas lu la version française, mais la version anglaise est juste, voilà, c'est un modèle de concision, de précision, pour le coup, ça, c'est à la limite, franchement, même si le SR ne vous intéresse pas, c'est une lecture qui de toute manière sera intéressante. Ensuite, un peu plus étonnant, peut-être le Mecha Hack. Donc ça, c'est juste intéressant pour voir jusqu'où on peut aller avec l'OSR, en fait. Donc c'est une refonte du Black Hack pour jouer avec des robots géants. Ce qui est un peu étonnant au départ, mais qui fonctionne hyper bien. Et justement, où il y a eu une réutilisation du fameux dé d'usure du Black Hack, qui est très intéressante, où justement on sort de l'énergie, des munitions et de tout ça pour créer vraiment une mécanique de jeu très intéressante dedans. Donc ça, je recommande vraiment. Et en 3, j'ai pas de 3, donc ce sera un top 2. Voilà. Juste pour rebondir très rapidement sur la mécanique du dé de risque, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. J'ai fait un donjon dans le tyran tombé du ciel. Un donjon basé sur cette mécanique-là et ça fonctionne plutôt bien. C'est assez chouette. Donc, effectivement, vraiment l'OSR, là, histoire de conclure un peu là-dessus et de passer à vos actus, c'est une scène qui est très très riche avec les mécaniques qui sont chippées à droite, à gauche, qui sont réinventées. Vraiment super. Tout ça, c'est très intéressant. Et puis, je trouve que c'est aussi amusant de vous poser des petites questions sur vos différents projets. Quelles sont vos actualités? Qu'est-ce qui va se passer bientôt pour vous? Donc, on va commencer avec Koba. Ah, ok. Ned. Eh oui, Koba. Donc, alors, pour rester dans la thématique OSR, là, je vais sortir une adaptation du Black Hack, mais pour faire du Stormbringer, du Hawkmoon, génial. ce genre de choses. Donc ça, c'est pour l'OSR pur. Ensuite, le deuxième truc qui sera encore vaguement inspiré par l'OSR, ce sera, ça c'est mon arlésienne, c'est Ronin Saga. Donc ça, avec des illustrations de Melody Siesinski, qui est storyboardeuse chez Pixar. Donc, ah oui. Dites-vous qu'au pire, le bouquin sera joli, même si vous y jouez pas. Là, tu montes en gamme un peu, là. Voilà, donc ça devrait être sympa. Ensuite, une maquette. Pardon? Une belle maquette. Ah oui, non, là, je prends une maquettiste, une professionnelle de la profession, ce sera mieux. Ce sera pas du 2 colonnes avec un petit dessin en quart de page. Ce sera pas ça. Oh. Ce que je fais d'habitude, je tiens à le dire. Ensuite, il y a la suite les prochains suppléments pour Stritchia aussi. Donc bon, là, il y en a au moins 4 en cours d'écriture, donc on verra bien lesquels seront terminés en premier. Il y a un univers de science-fiction pour Rats in the Walls,
en gros pour faire du Cthulhu dans l'espace, mais voilà, plutôt inspiré par la 4e dimension que par Alien en fait, quoi. D'accord. Voilà, ça, et ensuite les 2 gros morceaux, donc j'ai Unlikely Gentleman, donc ça c'est pour faire du steampunk complètement fumé, très, très inspiré par Into the Odd au départ. C'est pour quand ça en fait? Pardon? Ça serait pour quand tout ça? Je préfère pas donner de date, je suis hyper nul en date. Et après, les gens en plus là vont citer la vidéo, je vais être dans une merde noire, quoi, donc quand ce sera fini. Voilà, et pour finir, Dark Leningrad, donc ça c'est une uchronie. 1990, l'Union soviétique existe toujours. Leningrad a été à moitié détruit par des bombes atomiques, mais la vie continue, c'est pas très grave. Donc un peu crétin, pas toujours, un peu bizarre, russe, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Ben, maintenant, on va enchaîner avec John Grump. Donc, c'est quoi tes belles initiatives, tes jolis projets qui vont arriver? Moi, les derniers trucs là, donc qui datent du printemps dernier, ça a été donc Cœur Vaillant, pour rester dans le principe de l'OSR. Donc, il y a un petit bouquin de propositions de règles OSR et d'univers autour d'Argosia. Je suis en train de bosser sur un compagnon pour ce truc-là, dans lequel il y aura des conseils de règles, par exemple des trucs dont on a parlé aujourd'hui. Il y aura du matériel de jeu supplémentaire, des règles optionnelles, des propositions en plus, etc. Et puis, il y a mon Patreon qui tourne, donc parce que j'essaye depuis l'année dernière, enfin depuis un an maintenant, de proposer un gratuit tous les mois. Donc c'est un truc qui est gratuit pour tout le monde. Et puis ceux qui veulent soutenir l'initiative peuvent se rendre sur Patreon pour filer 3 € tous les mois. Et en soutien pur, puisque de toute façon c'est gratuit pour tout le monde. Donc il n'y a pas de truc. Ah d'accord, c'est carrément gratuit, même. D'accord. Ouais, c'est gratuit pour tout le monde, et ceux qui veulent soutenir filent 3 €. Et moi, ça me permet effectivement de payer les quelques jours ou la semaine ou les 15 jours des fois que je passe sur les projets gratuits. Donc ce qui permet, alors du coup, tous les mois je sors ça va être un gros jeu, ça va être du matériel OSR, ça va être des donjons, ça va être des aventures, ça va être des scénarios pour divers jeux, ça va être des systèmes de jeu, puisque j'ai sorti comme ça l'année dernière Petit Six, donc qui était ma version perso de l'Open D6. Merci à Koba d'ailleurs, puisque en fait je m'étais remis dans le D6 à la fois avec son MK2 et puis avec le Mini Six à l'époque, après ne pas avoir joué avec le système pendant près de 20 ans, et je m'y étais remis grâce au MK2 en particulier. Et puis bon, que j'ai fait évoluer, que je rebondis sur d'autres trucs. Donc voilà, donc il y a le Patreon qui permet de sortir des trucs tous les mois, et il y a pas mal de matos OSR dedans. Il n'y a pas que du matos OSR, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a un peu. Il y a du scénar, il y a du supplément divers et variés. Et puis après, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que en fait, comme Koba, j'ai vraiment beaucoup de projets, certains qui sont très avancés, mais en même temps bloqués parce que j'ai plus l'envie de travailler dessus pour l'instant, ou plus l'opportunité, ou pas, ou il manque des idées qui font un peu goulot d'étranglement pour avancer. D'autres trucs qui jaillissent et qui sont prêts en pas longtemps parce que l'idée est là, puis en avant. Donc il y a plein de choses. Voilà. Et puis pour rester dans l'OSR, c'est vrai que je suis depuis 1 ou 2 ans, je suis un peu emmerdé parce que moi, ce qui m'intéresse à ma table de jeu et dans ce que j'écris, c'est beaucoup de trucs OSR. Et en même temps, je me dis que on n'a pas forcément le public en France en tout cas, les joueurs qui s'intéressent vraiment à l'OSR sont pas si nombreux que ça. Et donc, si je ne fais plus que proposer de l'OSR, finalement, il y a plein de gens qui suivent les productions Chibi depuis longtemps et qui aiment bien son éclectisme, qui vont se retrouver dire encore un truc OSR, encore une aventure dans le donjon verse, ça m'intéresse pas, encore des règles, encore ceci, encore cela. Et du coup, c'est vrai que là, je suis un peu dans une situation de
porte-à-faux, quoi, où il y a les choses qui m'intéressent vraiment, 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 et qui sont beaucoup OSR, et puis l'idée que c'est pas forcément ce que les gens attendent ou espèrent ou veulent, ou ça les intéresse pas forcément, et donc faut aussi que je me force à travailler sur des choses, d'autres choses qui me plaisent aussi, mais qui sont autres, quoi. Voilà. D'accord. Oui, donc en fait, il y a une réflexion là. Forcément, il y a toujours des réflexions éditoriales quand c'est ton métier et que tu en vis, ou que tu essayes d'en vivre. Et les scénarios, les campagnes, ce genre de trucs, ça. J'en sors, hein, notamment dans le cadre du gratuit, j'en sors pas mal. J'en ai pas mal sur mon disque dur qui sont très très avancés en termes d'écriture, etc., qui ont été joués à la table. Il y a du matos pour Coureur d'Orage aussi qui est en attente, qui devrait sortir d'ici à la fin de l'été, j'espère. Donc on manque pas de projets et de produits, mais effectivement, comme je disais, comme tu dis, il faut réfléchir un peu à ce qu'on sort, comment, et il arrive un moment où on est obligé, même si on n'a pas envie. Oui, on est obligé d'avancer, c'est le quotidien, ça. Mais ce qui est intéressant avec le jeu de rôle, ça se renouvelle sans arrêt, il y a de plus en plus de nouveautés. Je trouve qu'aujourd'hui, le jeu de rôle, de manière transversale, il commence à toucher énormément de monde. On voit des actualités partout. La culture du jeu de rôle se répand un peu dans tous les sens, quoi. C'est très transversal tout ça. Ouais. Et toi, Sam, tu as quelque chose à nous dire? Moi, de mon côté, je suis en train d'écrire un module pour Old School Essential suite à la campagne de financement participatif de 500 nuances de geek qui était un peu chaotique. Hein. Bon, tout le monde le connaît maintenant, l'éditeur. À la base, le module était prévu dans les paliers, puis ça a été enlevé, remis, parce que voilà, la campagne n'a pas aussi bien démarré que l'éditeur l'espérait, mais finalement, ça a été atteint. Donc, ça va être un module d'exploration assez old school, mais quand même avec... alors, c'est un peu... en tout cas, moi, c'est mon envie, quelque chose de très modulaire au niveau des factions, des lieux et des artefacts. Une espèce de mix entre Stalker et Mordheim. Et du coup, chaque création de module sera totalement différente, en fait. Ce ne sera pas les mêmes factions, ce ne sera pas les mêmes lieux, ce ne sera pas les mêmes artefacts. Un peu ambitieux, mais voilà, c'est en cours de construction. Enfin, un peu ambitieux à mon échelle. Hein. Attention, je suis un bébé auteur. Hein. Voilà. Et je suis aussi sur un hack, toujours dans l'OSR, un hack de Macchiato Monster qui s'appelle Galaxy Gomoza pour jouer du Macchiato Monster, mais en version Space Opera. Voilà, et très déluré, un peu à la Faster Van Light. J'aimerais bien intégrer un module roguelite, vous savez, ces jeux vidéo où on joue de niveau en niveau jusqu'à qu'on meurt. Voilà, donc on parlait de l'old school qui se renouvelle, et je vois pas mal d'initiatives avec une espèce d'influence du jeu vidéo indé qui vient comme ça s'inviter dans le jeu de rôle. Enfin bref, voilà. Donc ces deux projets, et cet été, normalement, il y aura aussi une vidéo qui va sortir sur... donc d'ici là, elle sera sortie, puisqu'en tournant cet été, et la vidéo, celle-ci sortira en octobre. Sur ma chaîne, il y aura une vidéo sur mener une campagne West Marches, donc un concept de Bean Robbins, des campagnes en table ouverte, émergentes, donc axé old school, un concept assez intéressant où on va avoir 10-15 joueurs et joueuses, et vraiment... on joue sur le pouce. Il y a 4 joueurs ou joueuses qui disent « Ok, ce soir, on joue. On veut aller explorer le monastère qu'on a découvert là-bas. » Ben, c'est parti, on y va. Ouais, c'est ça. Avec quelques petits conseils et concepts particuliers. Voilà. Bon, ben, on arrive à la fin de la seconde partie. Ça a été très intéressant. Je suis très content de vous avoir eu parmi nous, GDR Factory. Donc, je vous remercie. Et puis, peut-être à bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous deux. Merci énormément d'avoir accepté. C'était chouette. Je pense que du coup, on permettra à pas mal de personnes de dire ce que c'est l'OSR et surtout peut-être donner envie, pourquoi pas, d'essayer, quoi. Ça. Merci pour l'invitation. Merci aussi, ouais. C'est à vous que je vous remercie. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Salut.